Monsieur Leonardo Gucciardo. Gucciardo, c'est comme ça qu'on dit? Gucciardo. Vous êtes chef du service de médecine prénatale et d'obstétrique à Bruxelles. Et donc, vous allez commencer par nous parler du pronostic, de la prise en charge. Vous avez deux communications qui vont se suivre. Et donc, je pense que toutes les questions, on va les laisser pour la fin de la deuxième conférence. Je vous donne la parole. Merci. Alors, je remercie d'abord Monsieur le Président pour l'invitation. Je ne viens pas souvent en Tunisie et c'est un plaisir d'y être pour autre chose que les vacances. Donc, on va commencer en fait à survoler les éléments du pronostic de la hernie de coupole diaphragmatique avec une vingtaine de diapositives. Je vais commencer par vous parler de l'approche systématique qui, en échographie, doit toujours être la règle pour aborder l'analyse du fœtus. On approchera brièvement les associations potentielles avec d'autres anomalies fœtales quand une hernie de coupole est identifiée, qui vont évidemment influencer le pronostic. J'insisterai davantage sur les hernies de coupole gauche parce que les droites restent plus rares et la grosse partie des publications, les plus grosses séries publiées concernent la hernie de coupole gauche. On abordera ensuite les mesures biométriques importantes dans le pronostic, les mensurations pulmonaires. On abordera également la place de la volumétrie pulmonaire par rapport à ces mesures en 2 dimensions. Et dans les mesures biométriques, je présenterai quelques diapositives sur l'intérêt de la résonance magnétique en 2022, la place qu'elle occupe. J'aborderai également des marqueurs anatomiques comme la herniation du foie ou la herniation de l'estomac dans la hernie de coupole diaphragmatique, l'influence sur le pronostic avant de conclure cette présentation. Il faut d'abord confirmer l'anomalie. Alors, ça peut paraître évident, mais je vous montrerai une publication écrite par ma collègue Elisa Donnet qui montre que ce n'est pas si évident que ça, d'identifier l'anomalie, de la confirmer et de bien l'évaluer. Le pronostic va évidemment être différent en fonction du type de hernie de coupole. Si elle est bilatérale, le pronostic sera évidemment beaucoup plus sévère. Si des anomalies sont associées à la hernie de coupole, le pronostic sera également beaucoup plus sévère. Et ensuite, grâce à notre outil échographique, l'intérêt d'essayer d'identifier lors de l'échographie anténatale les formes qui vont être associées à un pronostic plus sombre, les formes dont la mortalité va être la plus élevée et qui pourraient éventuellement bénéficier d'une intervention anténatale. Alors, ce qui va vraiment augmenter la mortalité, la morbidité dans les cas d'hernie de coupole, ce sont les conséquences de la herniation sur le développement pulmonaire, avec une hypoplasie pulmonaire progressive qui va se développer à cause de cette compression du tissu pulmonaire, avec un développement d'une hypertension pulmonaire délétère qui sera responsable de la majeure partie des décès postnataux. Donc, dans la hernie de coupole diaphragmatique, le développement pulmonaire des voies aériennes est anormal. Il va y avoir moins de branchements, moins d'alvéoles, moins de tissu pulmonaire et la vascularisation pulmonaire va également être impactée avec une épaisseur de parois dans les vaisseaux pulmonaires qui va être beaucoup plus importante et la combinaison des deux va aboutir à une fonction pulmonaire anormale avec une difficulté à ventiler les nouveau-nés avec des indications de ventilation invasive de type ECMO et malheureusement une mortalité associée assez importante. Pour pouvoir identifier une hernie de coupole diaphragmatique, il faut une certaine expérience. Vous voyez que les détections anténatales sont loin d'être parfaites. Ça, c'est la base de données de Denis Gallo lorsqu'il a fait sa thèse chez Yann de Prest sur un nombre de naissances assez important en France et un nombre de cas de plus ou moins 500 et une hernie de coupole diaphragmatique.
Un peu plus que la moitié étaient identifiés de manière anténatale, avec un peu plus de 75% de hernie gauche contre 20% de hernie droite, isolés dans 63% des cas. Et une répartition intéressante qu'il faut toujours garder à l'esprit dans le pronostic qui est discuté. Une majeure partie des formes qui vont survivre, 64% de survie, c'est une forme modérée dans la majeure partie des cas. Un certain nombre qui vont décéder in utero, c'est ce que Michael Harrison de l'Université de San Francisco appelait la hidden mortality, qu'il ne faut pas oublier, les patients doivent être informés, qu'il va y avoir plus ou moins 2% de ces fœtus, malgré tous les efforts, qui vont décéder in utero, avec une mortalité néonatale dans les formes les plus sévères qui est un peu plus élevée que 25%, et avec une mortalité à plus long terme, au-delà de 28 jours, la bronchopneumodysplasie sévère, la dépendance à l'oxygène, qui reste minime comparée à cette mortalité de 7 premiers jours. Le pronostic va évidemment être influencé, comme l'a dit l'oratrice précédente, par le caractère isolé ou pas des anomalies. Donc, en cas d'anomalie structurelle ou génétique associée, on sait que la survie avec intervention ou sans intervention ne va pas être significativement différente, 15%. Et donc, ce sont des cas où les interventions anténatales ne vont pas être proposées au vu du bénéfice très limité du geste qui va être proposé. Alors, le pronostic, les résultats vont évidemment être différents en fonction du centre dans lequel la patiente va être prise en charge. C'est pour ça que toutes les études conseillent de transférer ce type de patiente vers un centre de référence pour recevoir l'information la plus précise possible, où le dépistage va être répété, un screening complet à la recherche éventuelle d'anomalies associées. Si le karyotype, les micro-ARES n'ont pas encore été analysés, il va être proposé. Il ne sera pas répété s'il a déjà été utilisé. On va effectuer des mesures de biométrie pulmonaire pour essayer d'identifier les formes les plus sévères. On va proposer un suivi échographique régulier parce qu'on sait que ces biométries pulmonaires peuvent évoluer pendant la grossesse. On va informer la patiente que malgré tous les efforts, 2% des cas décéderont malheureusement in utero. Et en fonction des mesures pronostiques effectuées, une indication pourra éventuellement être posée pour une intervention anténatale. Grâce à cette prise en charge, on va pouvoir stratifier les patientes dont le fœtus présente une hernie de coupole en fonction des éléments pronostiques, en sachant que ce sont les biométries pulmonaires qui vont peser le plus lourd dans la balance dans l'identification des formes les plus sévères. Alors, le premier counseling a un rôle capital. La façon dont le gynécologue qui va identifier l'anomalie va informer la patiente va influencer de manière considérable le choix de la patiente par rapport à la prise en charge. Est-ce qu'on va interrompre la grossesse? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va s'orienter vers une prise en charge expectative avec une réanimation néonatale ou est-ce qu'on va s'orienter vers une intervention anténatale? Donc, nous, ce qu'on conseille dans notre expérience, c'est de laisser ces discussions-là aux personnes qui ont la plus grande expérience en termes d'évaluation, mais en termes de prise en charge également. Alors, Elisa Donnet, qui est une des collègues de l'hôpital où je travaille, a publié un papier intéressant en 2017 qui, en fait, identifiait des biométries pulmonaires dans les rapports d'échographie que les patientes amenaient avec elles quand elles venaient dans le centre de référence, qui étaient discordantes par rapport aux mesures effectuées dans le centre de référence dans presque 40% des cas. Donc, vous voyez que ce sont des mesures qui sont assez sensibles et qui ne sont pas forcément évidentes à évaluer. L'évaluation de la position du foie, on va le voir plus tard dans la présentation, que c'est un élément pronostique, était erronée dans un cas sur deux. Donc, ça reste quelque chose qui n'est pas évident à faire. Et donc, quand on n'arrive pas à le faire de manière satisfaisante, il vaut mieux laisser des experts le faire à votre place. Des anomalies associées n'étaient pas identifiées dans 14% des cas. Et sur une série de plus ou moins 120 cas de hernie de coupole diaphragmatique, 2 patientes sont venues de l'étranger avec un diagnostic de hernie de coupole diaphragmatique et n'avaient pas de hernie de coupole diaphragmatique.
Donc, ça reste quand même une pathologie qui n'est pas si évidente à diagnostiquer quand on n'a pas l'habitude de voir ce type d'anomalie. Une fois que le diagnostic est posé, comment va-t-on pouvoir stratifier, identifier les patientes qui pourraient bénéficier d'une prise en charge anténatale? En essayant d'identifier les formes les plus sévères, associées au taux de mortalité le plus important. Et là, c'est la taille du défaut, la taille des tissus pulmonaires qui va faire la différence. Alors, le LHR est une mesure qui a été proposée par Medcus déjà en 1996, c'est l'équipe de Michael Harrison, le UCSF à San Francisco, qui proposait en fait d'essayer de quantifier le poumon visible à l'échographie selon une coupe transthoracique avec la coupe 4 cavités, l'identification des organes herniés, en postérieur les intestins, l'estomac, en antérieur le foie, et avec derrière la coupe 4 cavités le poumon contralatéral qui est en général le plus facile à identifier. Le poumon ipsilatéral du côté du défaut est en général tellement comprimé et a une échogénicité qui est difficile à distinguer des autres organes intra-abdominaux qui sont herniés, et donc va être difficile à quantifier. Et avec une mesure des 2 diamètres perpendiculaires les plus grands, qui va permettre, en fait, en combinant la mesure avec la circonférence du pôle céphalique, d'obtenir un rapport lung-to-head ratio qui est associé en fait à un pronostic avec en 96 une valeur de 1 qui était utilisée pour identifier le cutoff entre les formes les plus sévères et les formes les moins sévères, inférieur à 1 avec un risque d'hypoplasie pulmonaire sévère, supérieur à 1 des formes plus modérées associées à un meilleur pronostic. Alors ici, il y a des subtilités qu'il faut bien identifier. Vous voyez 2 images en haut et en bas avec une qualité d'échogénicité qui est différente. Idéalement, il faut essayer d'avoir le poumon contralatéral le plus proche de la sonde, donc en antérieur. Ça va permettre vraiment d'identifier le contour pulmonaire de manière beaucoup plus précise par rapport à un poumon contralatéral qui est complètement postérieur. Donc ici, on le voit sur un petit clip. Il ne faut pas hésiter à utiliser un ciné-loop pour vraiment, en faisant glisser les images, identifier vraiment le contour pulmonaire avant de friser son image et de placer ses calipers sur l'image. Ça va permettre d'avoir une définition, une qualité de mesure beaucoup plus importante, et ça va permettre aussi de pouvoir faire la différence entre la rate et le tissu pulmonaire. Alors, le souci du LHR, c'est qu'il est dépendant de l'âge gestationnel. Et donc, avec l'âge gestationnel, cet LHR va augmenter. C'est lié à une croissance plus importante du tissu pulmonaire par rapport à la tête. Et donc, c'est une valeur qui n'est pas indépendante. Ça peut être un problème pour pouvoir associer un pronostic, puisque une mesure effectuée à 22 semaines avec un certain cutoff ne sera pas équivalent à une mesure effectuée à 28 semaines, où il faudra utiliser un autre cutoff. Et là, Jacques Jany, qui a fait sa thèse de doctorat chez Yann de Prest, a trouvé un moyen de rendre la mesure indépendante en utilisant le O-overlay LHR, donc la valeur observée par rapport à la valeur attendue du LHR, qui est une mesure qui est totalement indépendante, vous voyez, en fonction de l'âge gestationnel, les cutoffs qui sont utilisés restent les mêmes, et donc on a transformé une mesure qui était dépendante de l'âge gestationnel en une mesure qui était indépendante. Et donc c'est maintenant cette mesure qui est devenue vraiment le gold standard pour évaluer le risque d'hypoplasie pulmonaire en termes de biométrie, le O-overlay avec un cutoff qu'on regardera ensemble plus en détail tout à l'heure. Vous voyez ici, donc, dans les publications de la thèse de Jacques, qui datent maintenant déjà de quelques années, mais qui font toujours référence, un taux de survie qui est le plus faible dans les hernies de coupole gauche à partir du moment où le O-overlay est en dessous de 25%. Et donc, c'est le rapport entre la mesure chez le fœtus atteint d'hernie de coupole par rapport à un fœtus du même âge gestationnel qui n'est pas atteint d'une hernie de coupole diaphragmatique. Pour les hernies de coupole droite, le cutoff entre la forme sévère et la forme modérée sera à 45. Donc, en dessous de 45, on considère que le taux de mortalité est suffisamment élevé que pour éventuellement proposer un geste anténatal.
Alors, vous voyez que le Haut-Ovarie LHR a une influence et permet de stratifier les fœtus en fonction du risque d'hypoplasie sévère, en fonction d'une mortalité attendue après l'accouchement, mais il a une valeur intrinsèque également pour prédire la morbidité. Vous voyez ici, en fait, que plus le LHR, le Haut-Ovarie LHR est faible, en dessous de 25%, une forme sévère d'hypoplasie pulmonaire, plus ces fœtus, ces nouveau-nés, après la naissance, auront besoin d'une correction prothétique. C'est normal. Si le poumon est très petit, on s'attend à un défaut anatomique beaucoup plus grand, avec une fermeture primaire qui va être difficile et avec une indication de placer un patch. La même chose pour le taux de bronchopneumodysplasie, qui va être beaucoup plus important chez les fœtus avec un défect important. C'est l'oxygénodépendance au-delà de 28 jours après la naissance de l'enfant. Le taux de fœtus qui nécessiteront une ventilation artificielle sera aussi beaucoup plus important quand le Haut-Ovarie est inférieur à 25%. Le nombre de fœtus qui nécessiteront une alimentation parentérale et le nombre de jours d'alimentation parentérale sera également influencé par ce Haut-Ovarie, tout comme la durée du séjour aux soins intensifs néonataux. Donc la morbidité va également pouvoir être prédite par la biométrie pulmonaire à l'aide du Haut-Ovarie LHR. Alors, la position du foie est une mesure anatomique qui également a été associée à un pronostic. On sait que si l'organe est hernié dans le thorax, le tissu pulmonaire va être beaucoup plus comprimé. Alors, le diagnostic n'est pas toujours aisé. Vous avez vu dans l'article publié par Elisa Donnet que un cas sur deux de hernie pulmonaire, de herniation du foie, était loupé. Donc, ça reste difficile. Ce qu'on sait, c'est que dans toutes les formes confondues, le taux de survie va être diminué une fois que le foie est hernié, parce qu'on s'attend à un défaut beaucoup plus grand et parce qu'on s'attend à une compression pulmonaire plus importante avec un degré d'hypoplasie pulmonaire plus sévère. Donc ici, vous voyez le parcours typique de la veine ombilicale, avec cette forme en S de la veine ombilicale et du ductus venosus, qui est typique des foies herniés. Ma collègue, dans la présentation précédente, a bien montré les différents types d'images qui plaident pour un foie hernié. Et ça aboutit en fait à un tableau qui est utilisé par tous les spécialistes dans le counseling, qui va permettre de stratifier en fait le type d'hernie de coupole en forme extrême, sévère, modérée ou légère, associée à des formes équivalentes d'hypoplasie pulmonaire extrême, sévère, modérée à légère, avec, pour les interventions anténatales, une concentration sur les fœtus qui ont un pronostic le plus défavorable, les formes sévères à extrêmes, qui représentent une quinzaine de % des cas. Grâce à ces deux marqueurs, on arrive à stratifier le degré de sévérité et le pronostic. Alors, je vais survoler quelques autres marqueurs qui ont un intérêt dans la prise en charge clinique. La herniation de l'estomac, qui en fonction du défaut anatomique va également se retrouver dans la cavité thoracique avec différents grades de herniation, entre le grade 1 où il n'est pas hernié, le grade 2 où il est accolé à la paroi thoracique antérieure, le grade 3 où il se retrouve au niveau des valves atrioventriculaires, ou le grade 4 le plus sévère associé à l'hypoplasie pulmonaire la plus grave, où l'estomac se retrouve derrière le cœur, avec une influence sur le taux de survie qui va décroître en fonction du grade. C'est un marqueur qui n'est pas totalement indépendant, donc c'est toujours embêtant d'avoir un degré de dépendance du marqueur pour pouvoir évaluer un pronostic, mais qui a quand même un intérêt dans la prise en charge. Alors, quid de l'analyse tridimensionnelle par rapport à l'analyse 2D? Évidemment, la logique laisserait à penser que mesurer une image en 2D d'un poumon qui a été comprimé et qui est plutôt un cylindre va sous-estimer les biométries pulmonaires, et donc en mesurant à l'aide des instruments échographiques disponibles sur quasiment toutes les machines l'entièreté de la volumétrie, on pourrait s'attendre à une quantification meilleure de la volumétrie pulmonaire et une sensibilité plus importante du pronostic. La même chose pour la herniation du foie. Est-ce qu'en quantifiant le volume du foie hernié, on aboutit à un pronostic meilleur? Eh bien, ça reste quand même un sujet à caution.
Donc, pour l'instant, les mesures 2D, vu qu'elles comprennent les séries les plus importantes publiées à l'heure actuelle, le pronostic est plus sensiblement prédit à l'aide des mesures 2D qu'à l'aide des mesures 3D. La même chose pour la RMN. Il y a des articles qui plaident en faveur de la RMN en disant la mesure volumétrique du poumon ipsilatéral qui n'est pas possible ou rarement possible à l'échographie va être possible grâce à la RMN parce qu'on arrive à faire la distinction entre les différents tissus. Elle semble plus précise que l'échographie 2D grâce à cette contribution de la volumétrie pulmonaire ipsilatérale. Mais davantage d'études vont être nécessaires pour vraiment pouvoir évaluer l'intérêt pronostic de cette mesure. Alors, Elisa Donné a beaucoup travaillé sur le test d'hyperoxygénation maternelle comme marqueur prédictif. Ça consiste en fait à faire une mesure au niveau du lit vasculaire pulmonaire du poumon contralatéral avec un Doppler avant et après administration d'oxygène 9 litres par minute au masque et de voir en fait, essayer de rechercher une ouverture du lit vasculaire après administration d'oxygène à la maman chez le fœtus et de mesurer cette réactivité à l'aide d'un indice de pulsatilité avec, dans les cas les plus favorables, une variation importante entre la mesure pré- et post-oxygène. C'était un marqueur prometteur à l'époque où on arrivait à identifier les fœtus avec le degré d'hypoplasie le plus sévère, avec une réactivité très limitée, très peu de variations avant et après administration d'oxygène. Malheureusement, l'étude que Elisa a publiée en 2011 n'a pas été confirmée avec des résultats identiques, une reproducibilité identique dans les études qui ont suivi. Et donc, ça reste un test qui est encore expérimental à l'heure actuelle. Alors, je conclurai ma présentation sur les marqueurs pronostiques en disant que les marqueurs sont nombreux, hein, vous avez vu. Maintenant, le nombre de marqueurs qui sont indépendants et le caractère indépendant est crucial et validé dans la littérature scientifique reste limité. Il y a une courbe d'apprentissage qui est nécessaire pour pouvoir maîtriser la mesure de ces marqueurs. Il y a un transfert dans un centre de référence qui reste quand même conseillé dans ce genre de pathologie sensible. Et ne sous-estimez pas l'influence que vous avez si vous commencez un counseling avec la patiente avant de l'adresser à un centre qui a l'expérience nécessaire pour pouvoir parler des chiffres les plus récents. Une influence sur le choix de continuer ou pas la grossesse, d'interrompre ou pas la grossesse, ou d'envisager ou pas un traitement anténatal. Donc ça, c'était pour la partie pronostic. Maintenant, on va enchaîner avec qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où on a pu établir un pronostic et où on a identifié les fœtus qui sont associés à un taux de survie le plus faible. Alors, je n'ai toujours pas de conflit d'intérêt, donc je suis invité par la Société tunisienne de gynécologie obstétrique et le matériel que j'utilise est le matériel que j'ai obtenu pendant ma thèse de doctorat et à partir de la littérature la plus récente. Alors, on va aborder ensemble cette prise en charge à partir du choix de la patiente, de la nécessité du consentement éclairé, à partir du fait que le fœtus est devenu un patient opéré en 2022, même s'il n'a pas d'existence juridique en Belgique, c'est jusqu'à la section du cordon ombilical, le fœtus n'a pas d'existence juridique, donc c'est le corps de la maman. La base rationnelle qui a permis de développer ces interventions anténatales, le développement d'une chirurgie minimale invasive et la physiopathologie qui se trouve derrière ce développement de gestes chirurgicaux. On insistera évidemment sur la séquence phéto plug et unplug, occlusion des occlusions trachéales, sur l'effet sur la mortalité et l'effet sur la morbidité. Les complications iatrogènes qui peuvent être associées à ce geste anténatal et les perspectives futures qui sont en cours d'évaluation dans différents protocoles d'études avant de conclure avec quelques messages clés. Alors, ce tableau que vous connaissez maintenant est celui qui va nous servir vraiment à pouvoir conseiller la patiente à partir des mesures effectuées chez son fœtus. Cette stratification en fœtus avec un risque d'hypoplasie pulmonaire extrême, sévère, modéré ou légère, où le geste anténatal semble être le plus efficace pour les formes les plus sévères, qui représentent donc plus ou moins 14%.
dans le but d'essayer d'éviter un décès postnatal, qui est toujours évidemment un drame pour le couple, ou une morbidité considérable grevée à des séquelles éventuelles, comme les ventilations par ECMO, qui sont quand même source d'hémorragie intraventriculaire assez importante et des déficits neurologiques permanents. Alors, la prise en charge commence par adresser la patiente à un centre qui a l'habitude de ce genre de pathologie. Et pour vous donner une idée de la courbe d'apprentissage nécessaire pour mesurer ces biométries pulmonaires, il faut une septantaine de cas par an, de mesures par an, pour pouvoir avoir un taux de variabilité, de reproducibilité acceptable. Donc, ça nécessite quand même d'avoir pas mal de patientes référées. Et en Belgique, on a la chance ou la malchance d'avoir 2 centres à 10 minutes en voiture, l'un de l'autre, qui effectuent des gestes fétoscopiques. Il y a le professeur Yann de Prest, qui, dans le monde et en Europe, reste une référence dans le domaine de la hernie de coupole diaphragmatique. Et un de ses anciens fellows, professeur Jacques Jany, à l'ULB. Moi, mon hôpital se trouve à 1 kilomètre de l'hôpital de Jacques Jany, à 15 de Leuven. Donc, moi, j'ai décidé d'opérer mes patients dans un des 2 centres en fonction de la langue qu'elles parlent. Vous savez qu'en Belgique, on parle soit le flamand, soit le français. Et donc, je n'ai pas investi dans tout le plateau technique nécessaire pour effectuer des fétoscopies dans le centre où je travaille, mais travaille et collabore avec mon ancien directeur de thèse, Yann de Prest, et mon collègue et ami Jacques Jany pour opérer ces patientes. Alors, on va répéter évidemment l'évaluation fœtale, parce que je vous ai dit, et ça c'était le papier d'Elisa Donnet, qu'il y a beaucoup de discordance entre les mensurations qui sont effectuées par le gynécologue qui nous réfère la patiente et les mensurations effectuées dans le centre de référence. On va évaluer les biométries pulmonaires, les autres marqueurs pronostiques. S'il n'y a pas de karyotype, on va effectuer le karyotype, l'analyse des micro-ARES pour essayer de clairement identifier une éventuelle indication d'un geste anténatal. Alors, les formes non isolées, ça représente quand même un peu plus d'un tiers des cas, il faut garder à l'esprit. Le pronostic reste défavorable, en général, quelles que soient les anomalies associées, à quelques exceptions près. On va s'orienter ici plutôt vers, si la patiente le choisit, le désire, une interruption médicale de grossesse. Ou pour les patientes qui ne souhaitent pas interrompre la grossesse, une prise en charge expectative ou palliative après la naissance, si la patiente ne souhaite pas de réanimation intensive en cas d'hypoplasie pulmonaire sévère. Dans les formes qui sont isolées avec un risque d'hypoplasie pulmonaire sévère, la patiente aura plus ou moins les mêmes choix entre, si elle le souhaite, une interruption médicale de grossesse ou une prise en charge expectative et palliative, mais si elle le désire, une intervention anténatale qui potentiellement va pouvoir augmenter les chances de survie de ce fœtus. Après, en fonction également du type d'anomalie identifiée, différents protocoles de recherche sont en cours et on abordera ça dans les dernières dias de ma présentation avec une inclusion potentielle dans un des protocoles de recherche en cours ou pas. Et tout ça se fait à partir d'un consentement éclairé, une signature de documents qui seront mis dans le dossier médical de la patiente. Alors, le fœtus, depuis maintenant une trentaine d'années, est devenu un patient à opérer, à traiter. Ça a débuté avec les premiers gestes à l'aiguille de Liley en Nouvelle-Zélande pour les fœtus atteints d'alloimmunisation, ces transfusions intra-utérines. Ça remonte à 1961, donc ça fait déjà quand même un bail, avec un développement technologique très rapide qui s'est suivi, avec de plus en plus d'indications, avec le développement de modèles animaux, avec la création de l'IFMSS, l'International Society for Fetal Medicine and Surgery, dans la fin des années 80, qui a proposé dans sa réunion début des années 90, c'était 96, je pense, 99, d'établir en fait un cahier des charges à remplir pour pouvoir considérer une pathologie comme potentiellement pouvant faire l'objet d'une intervention anténatale thérapeutique. Il faut que l'évaluation anténatale de cette pathologie soit possible et fiable. Il faut également que l'histoire naturelle de l'anomalie soit bien définie, que la validation de l'intervention anténatale qui est proposée ait fait l'objet de suffisamment d'études dans des modèles animaux, avec des indications claires pour proposer ces interventions et avec une prise en charge périnatale multidisciplinaire nécessaire.
Et ici, le professeur Michael Harrison, dans le cas des hernies de coupole diaphragmatique, a joué un rôle capital. C'était un jeune interne qui a été marqué par le décès lors d'une de ses gardes aux soins intensifs d'un bébé qu'il avait opéré d'une hernie de coupole diaphragmatique après la naissance et qui malheureusement est décédé. Et ça a créé une motivation chez lui pour comprendre la pathologie et proposer des traitements anténataux dans le but d'améliorer ce pronostic postnatal. Il a été à Oslo, qui était à l'époque, dans les années 80, un des centres qui drainait le plus de pathologies de hernie de coupole diaphragmatique et a permis de développer un modèle d'intervention à utérus ouvert dans un premier temps, mais ensuite d'approche minimale invasive, qui a abouti à la création de cette séquence feto-plug-unplug. L'Europe a également eu son heure de gloire avec ces images que vous avez peut-être vues. C'est une publication du Monde en 1992 où le professeur Frédéric Bargy de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul avait opéré un fœtus de 22 semaines en corrigeant le défect diaphragmatique avec une intervention à utérus ouvert et qui a médiatisé un petit peu ces approches de chirurgie anténatale à l'époque. C'était il y a déjà 30 ans. Alors, comme je vous l'ai dit, le développement des approches thérapeutiques anténatales nécessite idéalement l'utilisation de modèles animaux sur lesquels on peut tester les hypothèses. Il y en a différents. Moi, ceux avec lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse, c'est le modèle de rats qui sont gavés au nitrophène, qui est un puissant tératogène qui va en fait créer 60% des fœtus de rats un défect au niveau de la coupole diaphragmatique, avec au jour 19 après fécondation, chez les fœtus atteints d'une hernie de coupole, la possibilité de tester une occlusion trachéale. J'ai également travaillé avec le modèle de lapine gestante, où là, en fait, on va sortir l'utérus avec une laparotomie, comme on le voit ici sur ces photos, et on va créer de manière chirurgicale le défect, on va replacer le fœtus dans l'utérus, et quelques jours plus tard, on va faire l'occlusion trachéale avec une intervention de ligature qu'on voit sur la dernière photo ici en bas à droite, pour pouvoir tester donc les effets de cette ligature sur le développement pulmonaire. Alors, un des modèles qui a vraiment été un break-even, comme on dit, qui a changé la donne, c'est le modèle fétoscopique, une approche minimale invasive, que Harrison avait proposé déjà dans les années 94 et qui a été un peu perfectionné par l'équipe de François Lux, un jeune chirurgien pédiatrique qui a fait sa thèse à Leuven, qui était aidé par un co-doctorant, le jeune professeur de Prest à l'époque, et qui ont utilisé le modèle ovin pour en fait tester à la place d'une ligature de la trachée chez le fœtus atteint d'une hernie de coupole, le placement d'un petit ballonnet de dilatation vasculaire détachable qui diminue l'invasivité de l'intervention, avec des résultats qui étaient beaucoup plus prometteurs en termes de complications et en termes de développement pulmonaire. Et c'était la voie ouverte pour l'endoscopie des voies aériennes fœtales qui a abouti à l'intervention telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, quelle est la base rationnelle physiopathologique là derrière? Eh bien, elle est simple. En faisant une occlusion trachéale, on va entraîner un stretching, un étirement du tissu pulmonaire par accumulation de liquide qui ne va plus être évacué par la trachée. Il va s'accumuler, étirer le liquide. Il va favoriser la production de toute une série de hormones de croissance qui vont aboutir en fait à un développement plus important de l'arborisation bronchique alvéolaire, qui va aussi diminuer le remodelage vasculaire qui va causer chez ces enfants atteints d'hypoplasie pulmonaire l'hypertension pulmonaire, et qui va améliorer donc la fonction pulmonaire après la naissance, lorsque le fœtus a eu une occlusion trachéale, avec idéalement une occlusion qui doit avoir lieu assez tôt dans la grossesse, 28 semaines, et pour permettre une différenciation des pneumocytes de type 1 à type 2, et donc de cellules capables de produire du surfactant, une désocclusion qui doit être effectuée avant la naissance, idéalement à partir de 34 semaines, et au moins 24 heures avant que le bébé soit né, pour permettre cette différenciation nécessaire à une amélioration de la fonction pulmonaire et la synthèse de surfactants. Alors, des instruments ont évolué avec les années, mais restent globalement maintenant les mêmes.
On va utiliser des petits ballonnets de dilatation vasculaire qu'on va remplir avec un peu moins d'1 millilitre de liquide physiologique. On va utiliser un fétoscope avec un trocar d'insertion vasculaire d'un diamètre de 3,3 mm, avec une optique, 3 canaux qui vont permettre en fait de mettre notre optique, de mettre notre fibre qui va servir à gonfler le ballonnet et éventuellement un instrument comme par exemple une pince pour pouvoir faire une désocclusion en urgence si nécessaire. On va en fait intervenir à 28 semaines, idéalement dans un fœtus en position du siège. Donc s'il est en présentation céphalique, on va effectuer une version. C'est plus facile pour accéder à la bouche du fœtus quand le fœtus est en position du siège. On va administrer une anesthésie fœtale, on va le curariser, on va lui donner du fentanyl, un antidouleur, pour qu'il ne bouge pas, pour qu'il n'ait pas mal, parce qu'un fœtus à cet âge de la grossesse a déjà tout ce qu'il faut pour ressentir de la douleur. Et ensuite, sous contrôle éco-guidé, on va insérer notre trocar de 3,3 mm directement devant la bouche du fœtus. Et une fois qu'on sera devant la bouche du fœtus, on va utiliser les différents marqueurs anatomiques, depuis le philtrum, la bouche, le palais que vous voyez sur les photos, on va le voir sur l'autre vidéo, pour trouver son chemin. Et à partir du moment où on a les repères anatomiques et que le fœtus est en bonne position, ça prend que 1 ou 2 minutes d'aller placer le ballon. C'est vraiment une intervention très rapide. Là, on voit les 2 orifices nasaux, la lèvre supérieure, le menton. On va rentrer dans la bouche du fœtus. On va suivre la ligne médiane du palais, où typiquement on va voir les kystes d'inclusion. On va suivre l'uvule, qui était ici bifide. On va ne pas rentrer dans l'œsophage, c'est l'erreur typique. On va repérer les cordes vocales, les arythénoïdes, et on va rentrer dans la trachée. On va descendre le fétoscope jusqu'à la carène et on va placer le ballonnet au-dessus de la carène en le gonflant avec plus ou moins 0,9-0,7 millilitres de liquide physiologique. Alors ça, ce sont les études que Jacques Jany a fait pendant sa thèse de doctorat en 2008, qui datent un peu, qui montraient avec ou sans fétaux la différence en termes de survie. Vous voyez que dans les formes sévères, avec un O-ovary en dessous de 25, l'effet sur la survie est considérable. La survie est multipliée par 2, voire par 3. Sans complications maternelles, en tout cas sévères. Et si on rajoute là-dessus les données récentes publiées par le professeur Deprest avec ses études totales, les Total Trials, essais randomisés avec un niveau d'évidence beaucoup plus élevé que les études prospectives ou rétrospectives écrites par Jacques Jany, des chiffres un peu moins bons, mais qui restent quand même considérables, 40% de taux de survie dans les formes sévères, mais malheureusement, pour les formes modérées, pas de différence en termes de survie, quelques tendances pour la morbidité, donc pas de bénéfice démontré dans les formes modérées de l'intervention fœtale. Alors, quels sont les risques de complications iatrogènes associés à ce geste anténatal? Le talon d'Achille de la fétoscopie reste le trou qu'on fait dans les membranes avec notre trocar d'insertion, 3,3 mm. Les membranes cicatrisent très mal, elles sont très peu vascularisées, et donc ça entraîne malheureusement un nombre de ruptures iatrogènes des membranes, qui est considérable, vous voyez, en dessous de 37 semaines, c'est la moitié des patientes. Alors, perte de liquide, IPROM ne veut pas dire accouchement prématuré. Un grand nombre de patientes vont être observées à l'hôpital. Si elles ne perdent plus de liquide, qu'elles ne s'infectent pas, elles seront renvoyées à domicile. Mais malheureusement, un taux d'accouchement prématuré associé à ces gestes fétoscopiques qui reste quand même le talon d'Achille, avec des nombres qui restent difficilement contrôlables, des pistes pour essayer d'améliorer ça, et on en abordera dans les dias suivantes. Mais tout d'abord, une dia sur la morbidité après placement d'un ballonnet trachéal. La mortalité est clairement influencée dans le bon sens pour les formes sévères. Et ici, vous voyez un tableau comparable au tableau de O-ovary et Leitcher, où on voit qu'après phyto, l'incidence des patchs prothétiques va être importante, c'est normal. On fait l'intervention anténatale chez les fœtus qui ont une forme sévère et donc un défaut anatomique beaucoup plus important. C'est des fœtus qui nécessiteront dans la plupart des cas un patch, mais une diminution majeure de moitié du nombre de fœtus, de nouveau-nés,
qui vont développer une bronchopneumodysplasie, donc oxygénodépendance au-delà de 28 jours, qui vont aussi nécessiter des ventilations artificielles longues. Vous voyez que le nombre de jours avec ventilation artificielle est clairement diminué après phyto. Le nombre de jours avec une alimentation parentérale va également être diminué. Le nombre de jours aux soins intensifs néonataux va également être diminué. Donc, l'intervention de type phyto diminue la mortalité, mais diminue également la morbidité, avec, pour les plus grandes séries de suivi à long terme, pas de shift vers des séquelles neurologiques ou de développement à long terme. Donc ça, c'est également important. Alors, je vais terminer ma présentation avec quelques perspectives pour le futur, quelques protocoles expérimentaux en cours qui ont comme objectif d'améliorer les résultats de l'occlusion trachéale. Vous avez vu dans la dia sur les résultats sur la mortalité que le talon d'Achille restait l'accouchement prématuré, le nombre de patientes avec des ruptures iatrogènes des membranes. Et différentes études ont évalué le placement d'un petit plug de collagène. Vous savez, c'est ces plaques qu'on utilise pour les embolisations en cas d'atonie du postpartum. On va couper, on va rouler ça sous la forme d'un petit cylindre et on va rentrer ça avec un introducteur dans notre trocar. Et au moment où on va retirer le trocar qui a servi à placer le ballonnet, on va pousser sous contrôle éco-guidé ce petit plug de collagène qu'on voit sur l'image échographique dans le but d'obturer ces membranes et de diminuer le nombre de patientes qui présenteront une rupture iatrogène des membranes, avec des résultats qui, selon les premières études publiées, restent quand même très prometteurs. Après, la programmation de l'accouchement joue un rôle important dans le pronostic. Et là, c'est le travail publié par un collègue Bouchgoul en 2021 dans la Revue Blanche, qui a montré que l'accouchement à terme, vraiment strictement à terme, 40 semaines, est associé à plus de mortalité qu'un accouchement qui aurait lieu 1 à 2 semaines plus tôt. Et donc, la période idéale pour accoucher les enfants avec une hernie de coupole diaphragmatique traitée anténatalement, ce serait un accouchement planifié entre 37 et 38 semaines et 6 jours. Il y a une meilleure survie associée. Alors par induction, par césarienne, ça c'est un petit peu en fonction des antécédents de la patiente, du choix de l'équipe à discuter. Une autre perspective très intéressante pour diminuer l'invasivité du geste anténatal, ce sont les désocclusions non invasives. Du temps de ma thèse de doctorat, on faisait une fétoscopie pour placer le ballon et on refaisait une fétoscopie pour enlever le ballon. 2 gestes fétoscopiques, avec évidemment les risques d'accouchement prématuré qui augmentent. Après, on a proposé des ponctions à l'aiguille. Donc, sous contrôle éco-guidé, de ponctionner le ballon parce qu'on s'est rendu compte dans les modèles animaux que la pression liée au fluide pulmonaire qui s'est accumulé après l'occlusion va permettre une extériorisation du ballon qui ne gênera pas dans les voies aériennes respiratoires et qui n'entraînera pas de risque de détresse respiratoire aiguë après la naissance. Maintenant, il y a un device qui a été produit, testé déjà dans différents articles, où en fait le ballonnet possède une valve qui peut être activée par RMN. Et donc, en plaçant la patiente à 34 semaines ou au-delà dans un appareil d'RMN, la valve s'ouvre et le ballon se dégonfle. Il n'y a plus besoin de faire un geste invasif. Donc ça reste prometteur pour diminuer l'invasivité, le risque d'accouchement prématuré associé au geste. Alors, il y a différentes approches également non invasives qui sont très prometteuses, comme des stratégies anténatales, médicales, non chirurgicales, pour traiter l'hypoplasie pulmonaire déjà pendant la vie fœtale. Le sildenafil, le fameux Viagra, qui est un vasodilatateur, un inhibiteur sélectif de la phosphodiestérase de type 5, a été testé dans différents modèles animaux, avec des données qui sont très prometteuses, avec une arborisation bronchique qui est améliorée, avec une hypertension pulmonaire qui est diminuée lorsque la maman, la mère gestante, reçoit du sildenafil Peros avec un passage transplacentaire. Malheureusement, la fameuse étude Strider, qui avait pour but de tester le sildenafil chez les fœtus avec un retard de croissance intra-utérin précoce, avec l'idée de si on vasodilate le lit placentaire, le retard de croissance va pouvoir s'améliorer, a été interrompue parce que ces fœtus-là développaient après la naissance plus d'hypertension pulmonaire. Et malheureusement, l'essai clinique randomisé qui avait été démarré par l'équipe de Leuven avec le CHOP de Philadelphie a dû être interrompu à cause de ces résultats préliminaires de Strider. Une autre piste, c'est le treprostonil, qui est une prostacycline analogue synthétique, qui a un effet un peu similaire, qu'on administrait à la maman et qui pourrait en fait améliorer la survie après la naissance. Alors, ma thèse de doctorat, je l'ai faite sur les techniques d'ingénierie tissulaire, les cellules souches issues du liquide amniotique et l'intérêt dans la hernie de coupole diaphragmatique, surtout pour élaborer des bioprothèses à la place des morceaux de plastique
qui servent à refermer le diaphragme après la naissance. Mais on s'est rendu compte, grâce à ces travaux de recherche, que ces cellules souches qui sont contenues dans le liquide amniotique, qu'on va prélever en même temps qu'on effectue la fonction de liquide amniotique pour effectuer le karyotype ou les microarrèses, ont un effet paracrine qui, dans les modèles animaux, améliore le développement pulmonaire. En plaçant des cellules souches du liquide amniotique dans la trachée du bébé, on va améliorer le développement pulmonaire pendant la vie intra-utérine et améliorer le pronostic. Et ça, c'est le résultat, en fait, de la stimulation paracrine que causent ces cellules souches en produisant des vésicules extracellulaires qui sont remplies de matériel qui joue un rôle principal dans le développement pulmonaire des fœtus, avec une communication entre le niveau génomique de la cellule et l'ADN mitochondrial, avec un transport de protéines spécifiques, de brins d'ARN messagers, de séquences longues d'ARN non codants, qui ont un rôle primordial pour activer le développement pulmonaire. Et en augmentant ce nombre de cellules souches dans le tissu pulmonaire, on peut améliorer le pronostic. Et ça, ce sont des pistes qui sont en cours d'études à l'heure actuelle, avec recrutement de patientes à la clé. Je conclurai maintenant ma présentation avec des messages clés pour vous, en disant que la séquence feto-plug-unplug diminue la mortalité postnatale avec un niveau d'évidence suffisamment élevé pour les formes les plus sévères de hernie de coupole. Dans les formes modérées, l'efficacité reste encore non avérée. Il faudra d'autres études pour pouvoir investiguer ça avec plus de détails. Ça peut être lié à la durée d'occlusion dans les formes modérées, dans l'essai total moderate de Yann Deprez, qui était plus courte. On plaçait le ballon plus tard et donc le bénéfice était plus court. Peut-être qu'il faut faire un early plug comme pour les formes sévères pour vraiment pouvoir s'attendre à un effet positif. Il n'y a pas de shift, de déplacement de la mortalité vers une morbidité à long terme quand on place un ballon chez un fœtus atteint de hernie de coupole. C'est aussi important, hein. Les enfants ont une vie quasi normale. Ça sera probablement pas des coureurs de marathon, mais ils ont une qualité de vie qui reste quand même normale, quoique une fonction pulmonaire un peu réduite. Les effets secondaires maternels sont contrôlés. Il y a un risque d'accouchement prématuré. On essaye de le diminuer au travers de différentes approches thérapeutiques. Il y a une nécessité évidemment de suivi postnatal à très long terme de ces enfants pour pouvoir vraiment s'assurer qu'ils n'ont pas plus de risques que les autres. Il y a des options thérapeutiques qui sont non invasives, qui sont en cours d'investigation et pour lesquelles peut-être un jour vous serez sollicité pour recruter des patientes avec nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Gutierrez. Vraiment, c'est une présentation magnifique. Les diapositives sont magnifiques et le côté pédagogique est excellent. Donc, merci beaucoup. Je suppose qu'il y a quand même pas mal de questions dans la salle. Donc, on va passer la parole à la salle. Sinon, nous en tout cas, on boule. On a plein de questions à poser. Alors, je vais donner la parole à Zied et puis après, je la prendrai. Vraiment, j'ai beaucoup de questions à poser. Alors, première question, est-ce que, il y a eu des cas d'essai en post-féto, est-ce qu'il y a eu une expertise, un examen, un APAT sur l'aspect pulmonaire, parce qu'on sait que l'arborisation pulmonaire, elle est aux première partie de la grossesse. Oui. 16-17 semaines, c'est déjà fait. Et le fait de faire le plug plus tard, est-ce qu'il va améliorer la formation pulmonaire ou il va jouer juste sur la taille pneumocytaire? Première question. Deuxième question, quand on sait que le liquide amniotique il est plus pauvre en fin de grossesse, vous parlez de cellules qui vont activer l'ARN, tout ça. Comment vous expliquez que la maturation pulmonaire n'est acquise que en fin, alors que la cellularité est beaucoup plus faible? Parce que s'il ne serait pas un effet inhibiteur plus qu'activateur. Oui. Voilà. Alors, vous avez vu dans les premières dias que le pronostic est associé à différents problèmes causés par le défaut anatomique. Il y a l'arborisation, qui va être clairement plutôt l'objet du début de l'embryologie. Et puis, il y a le remodelage vasculaire, qui va être plus tardif dans le développement de l'embryon. Et ensuite, il y a cette différenciation de pneumocytes type 1, type 2, qui va influencer la production plus ou moins importante de surfactants. Un des défauts du Total Trial était, pour les formes modérées, d'avoir fait un plug tardif. En faisant un plug tardif, l'effet du bénéfice potentiel du ballon a été probablement moindre parce qu'il agissait sur moins de paramètres.
Ce qui est clair, c'est que plus on va intervenir tôt dans la grossesse, plus un potentiel effet par stimulation de l'arborisation peut avoir lieu, en plus de l'effet sur ce qui va causer l'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire le remodelage de la paroi et la différenciation des cellules. Et donc, c'est ce qui a été testé aussi dans les formes extrêmes d'hypoplasie pulmonaire, avec des O-V qui étaient inférieurs à 15, où en fait, un plug effectué au même âge gestationnel que pour les formes moins sévères allait être moins efficace, et donc de proposer un plug à 24 semaines, voire à 22 semaines, avec un développement pulmonaire suivi à l'échographie qui était plus important. Pour les formes qui décédaient des histopathologies qui montraient un développement pulmonaire quand même qui était plus important également, mais avec malheureusement plus de ruptures iatrogènes des membranes, plus d'accouchements prématurissime. Et ce qui va vraiment entraîner le plus de séquelles de mortalité et morbidité, c'est la combinaison d'une hypoplasie pulmonaire avec un enfant prématuré. Et donc là, on a un compromis entre faire un geste très tôt pour avoir le maximum d'effet et la iatrogénicité du geste qu'on va faire. Donc, c'est le compromis qui est à trouver, qui a été trouvé pour les formes sévères avec un plug entre 26 et 28 semaines et 6 jours, qui était le compromis pour l'étude totale, avec un plug 2 semaines plus tard pour les formes modérées, mais qui n'a pas été le bon compromis puisqu'il n'a pas été associé à des résultats aussi bénéfiques que pour les formes sévères. Concernant la deuxième question sur les cellules du liquide amniotique, la quantité de liquide amniotique va diminuer, mais la cellularité va augmenter. Donc, il va y avoir une desquamation beaucoup plus importante du fœtus. Il va y avoir également des cellules fœtales qui vont être produites par les fluides que les poumons produisent. Il va également avoir des cellules souches produites par le placenta qui vont être produites. Et donc, ce qu'on sait, c'est que le nombre de cellules souches avec ces caractéristiques multipotentes, qui potentiellement ont un effet paracrine, ça représente 1% de la population cellulaire. Et les formes les plus pluripotentes seront plutôt identifiées plus tôt dans la grossesse. Donc, malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de cellules, dans les expériences que moi j'ai faites, la cellularité est beaucoup plus importante, mais le nombre de cellules souches qui sont caractérisées par des marqueurs spécifiques sera moins important vers le terme de la grossesse, où ce seront des cellules qui ont des caractères pluripotents moins importants que si on utilise un échantillon de liquide amniotique de 16 semaines ou de 20 semaines. Et donc, on va plutôt travailler avec des cellules qui sont prélevées plus tôt dans la grossesse, en sachant que l'effet paracrine est également produit par des cellules qui viennent d'autres patientes. C'est-à-dire que l'immunogénicité de ces cellules est très limitée. Elles ont un effet immunomodulateur tellement important que le bénéfice passe les espèces. Moi, j'utilisais par exemple des cellules souches humaines dans les modèles de rats ou de lapins, pour tester les effets de ces cellules sur le développement pulmonaire avec un bénéfice avéré. Donc, ça reste quand même quelque chose qui reste prometteur, que ce soit avec des cellules autologues qui viennent du fœtus proprement dit, qu'on va utiliser plus tard dans la grossesse, voire après la naissance, ou des banques de cellules souches qui viennent d'autres patients. Merci. Moi, je voudrais poser plusieurs questions d'ordre plus général. Par exemple, ça reste quand même une malformation relativement rare. Comment est-ce que vous évaluez les datas, par exemple, comme vous dites, quand on les fait naître un petit peu plus tard, on a de moins bons résultats. C'est sur une série de 2021, si j'ai bien compris. Donc, comment avez-vous une crédibilité par rapport aux chiffres de vos séries? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, mais d'une manière générale, que ce soit dans l'avancée que vous proposez dans le traitement médical ou que ce soit dans etc. Deuxième question, comment votre système de sécurité sociale prend en charge, une fois le choix fait, avec le consentement, etc., comment est-ce que la prise en charge est faite pour ces patients, ces fœtus patients? Troisième question, est-ce que vous travaillez de manière,
en équipe avec les chirurgiens pédiatres qui vont, eux, s'occuper de l'enfant à naître. Parce que moi, j'ai eu la chance de connaître justement les personnes qui ont beaucoup travaillé, et ce sont des chirurgiens pédiatres. Les Américains, ce sont des chirurgiens pédiatres, et j'ai eu vraiment la chance de les connaître. Et il y a quand même une bascule. Comment est-ce que ça se passe dans votre milieu à Bruxelles? Et enfin, je voulais terminer aussi sur quand la prise en charge psychologique, quand l'enfant est parti, la prise en charge psychologique du couple, vu que ce sont est-ce qu'elle est faite au staff, des généticiens, ou est-ce que ça se limite en fait à simplement leur expliquer que voilà. Donc c'est vraiment d'ordre très général. Ouais. Alors la collègue qui a présenté avant moi avait parlé de 60 cas récoltés sur 22 ans en Tunisie. Ça donne une idée effectivement de la rareté de la maladie, mais si on considère au niveau mondial, toutes les 4 heures, il y a un enfant qui est né avec une hernie de coupole diaphragmatique. Donc, si cet enfant potentiellement a pu faire l'objet d'un dépistage anténatal, potentiellement, il peut être recruté au niveau des différents consortiums comme Eurofetus pour les études totales ou d'autres consortiums américains pour pouvoir éventuellement alimenter une base de données. Donc, l'étude publiée par Denis Gallo, quand il a fait sa thèse en Belgique, c'était 500 cas d'hernie de coupole diaphragmatique. 500 cas. Alors, ce sont des cas où une intervention anténatale a été évaluée à partir de marqueurs pronostiques et qui ont été suivis après la naissance avec les taux de survie et les différents marqueurs de morbidité. Et donc, évidemment, plus la plateforme internationale a de collaborateurs, plus la base de données va être alimentée. Plus la base de données va être alimentée, plus la crédibilité, la fiabilité des données va augmenter, ce qui va nous permettre, à partir de la base de données, de tester des hypothèses, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on regarde que les patients qui ont accouché entre 37 et 38 semaines et 6 jours, par rapport aux enfants qui vont être accouchés entre 39 et 41 semaines. Et d'identifier alors des différences de manière rétrospective, avec un niveau d'évidence évidemment qui va être plus limité. Mais malheureusement, on ne peut pas faire d'essais cliniques randomisés qui vont tester tout. Et ce paramètre-là en particulier dans les essais Total Trials, c'était des objectifs secondaires dont la puissance dans la méthodologie n'était pas suffisamment élevée pour pouvoir mettre une différence significative en évidence. Donc, on doit faire avec les données, mais les données sont quand même assez étoffées. Hein, donc, avec maintenant des milliers de cas d'hernie de coupole diaphragmatique dans ces bases de données et qui ne cessent de croître de manière exponentielle parce qu'il y a de plus en plus de centres qui travaillent ensemble. Donc, je pense que la fiabilité, on a une idée qui devient de plus en plus précise. Par rapport à la sécurité sociale, évidemment, le coût est important. Surtout que pour les essais Total Trial, l'équipe de recherche demandait aux patients qui venaient se faire opérer de rester en Belgique, à proximité de l'hôpital où on a effectué l'occlusion trachéale, jusqu'à la désocclusion. C'est-à-dire plusieurs semaines en Belgique. C'est un investissement. Mais c'est un investissement qui potentiellement on va payer. Parce qu'avoir un enfant qui décède, c'est un drame qui est associé aussi à une morbidité, stress post-traumatique. Avoir un enfant qui a une bronchopneumodysplasie sévère, ça a un coût pour le reste de la vie. Donc, c'est ça le jeu de balance qui est également effectué. Le coût dans les essais cliniques expérimentaux est couvert aussi par les budgets qui ont été alloués pour ce protocole de recherche. Mais à partir du moment où une intervention anténatale est effectuée en dehors d'un processus expérimental, il y a des coûts qui sont à payer par la patiente. Le coût du séjour, en général le matériel, l'intervention proprement dite est couverte par les différentes grants que les chirurgiens fétaux ont à leur disposition, mais le coût de la chambre, le coût du matériel de soins en dehors du geste chirurgical va être payé par la patiente. Il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale. Il n'y a pas de code encore établi. Ça viendra peut-être avec cet article du New England. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux codes, comme on a créé des codes pour la laparoscopie, etc. dans le futur. Mais ça reste évidemment un investissement important. Pour la dernière question concernant la prise en charge psychologique,
On sait que le stress de la patiente passe chez le fœtus. Dans le centre où je travaille, on effectue une recherche sur en fait les effets épigénétiques du stress maternel par le cortisol, l'immunomodulation chez le fœtus, les modifications épigénétiques qui vont programmer de la pathologie cardiovasculaire plus tard chez l'enfant, qui va venir se rajouter. Et nous, on propose en fait une étude expérimentale qui a pour but d'étudier la méditation de pleine conscience pour diminuer le stress des patientes. Parce qu'on sait que c'est validé par différents essais randomisés, et de mesurer ces modifications épigénétiques sur le sang de cordon chez les fœtus dont les mamans ont bénéficié d'une prise en charge par la méditation de pleine conscience. Mais l'accompagnement psychologique est de plus en plus capital. En 2022, on parle encore plus de bien-être de la maman et peut-être dans le futur bien-être du fœtus et de l'impact que ça peut avoir quand ce bien-être est réduit sur la santé de la maman et puis sur la santé de l'enfant à naître. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors, moi, j'étends ça au bien-être de l'équipe soignante. Parce que avec le Covid, le taux de burn-out, d'absentéisme, ces 2-3 dernières années a explosé chez nous. Il y a des services qui doivent fermer des lits parce qu'il n'y a plus assez de soignants pour s'occuper des patientes. Donc, la psychologie de la patiente, c'est important, mais la psychologie des soignants, on n'est pas des citadelles, on est aussi très sensible et très mal outillé au niveau psychologique, donc attention à nous aussi. Et avec les chirurgiens pédiatres, comment ça se passe? Alors, comme j'en parlais avec la collègue qui a présenté avant moi, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est toujours très frustrant d'avoir fait une intervention anténatale, d'avoir vu les poumons croître de manière vraiment inattendue et de pouvoir dire à la patiente « Waouh, vraiment l'effet de l'occlusion trachéale est encore plus grand qu'attendu » et puis de voir que la prise en charge postnatale ne suit pas. Et ça, quand on veut développer ce genre de programme, on doit le développer d'emblée de manière multidisciplinaire. Alors bien sûr, on peut se dire c'est mieux que rien d'augmenter la survie, même s'il n'y a pas le plateau technique pour suivre. Mais idéalement, si on investit des efforts, de l'argent, du temps dans un programme anténatal, vaut mieux le faire directement de manière périnatale, avec une équipe qui est capable de ventiler, de réanimer ces enfants qui sont des enfants très sensibles, avec éventuellement un ECMO qui est disponible, avec des chirurgiens pédiatriques qui ont l'habitude, qui utilisent des techniques de plus en plus minimales invasives, de thoracoscopie pour fermer ces défauts, avant de se lancer dans cette aventure, pour vraiment se dire, là, on a fait tout ce qu'on pouvait pour vraiment favoriser les issues les plus positives. Et donc, nous, on travaille avec une équipe de néonatologues qui ont l'habitude de réanimer ces enfants. C'est une réanimation qui n'est pas évidente. Et avec des chirurgiens pédiatriques qui ont quand même une expérience importante, entre autres en chirurgie minimale invasive de la hernie de coupole. Une question, s'il vous plaît. L'occlusion trachéale qui a le but d'augmenter la pression des voies aériennes sous-jacentes, elles ne peuvent pas entraîner un hydrops fœtal à l'occasion de la compression de l'œsophage. Alors, l'hydrops fœtal est quelque chose qui est un peu plus fréquent, même en dehors de l'occlusion trachéale. C'est-à-dire qu'en raison du shift médiastinal, de la compression intrathoracique par la herniation des organes intra-abdominaux, on sait qu'il y a un peu plus de cas de fœtus avec accumulation de fluide au niveau médiastinal, voire au niveau de 2 compartiments avec un diagnostic d'hydrops. Après, la valeur prédictive de l'hydrops n'est pas la même que dans un hydrops dans d'autres pathologies, où là, il s'agit vraiment soit d'une anomalie chromosomique, soit d'une décompensation cardiovasculaire générale. C'est un peu la même chose que ce que la collègue avant moi avait illustré avec l'hypoplasie du ventricule gauche. Donc, on peut avoir des images d'hypoplasie du ventricule gauche, mais ce n'est pas la même chose qu'une hypoplasie du ventricule gauche en dehors d'une hernie de coupole. C'est simplement lié à une compression mécanique qui réduit la taille du ventricule gauche. Et donc, l'hydrops est effectivement quelque chose qui est un peu plus fréquent dans l'hernie de coupole, un peu plus fréquent après une occlusion trachéale. Le polyhydramnios est aussi quelque chose d'un peu plus fréquent, parce qu'il y a une compression de l'œsophage qui est possible par les organes herniés, avec potentiellement des contractions à la clé et une indication d'un amniodrainage, par exemple.
Nous, on effectue des amyodrainages à partir du moment où le polyhydramnios est symptomatique, en termes de dyspnée chez la patiente, en termes de contraction et d'effet sur la longueur cervicale. Donc oui, ça peut entraîner des accumulations de fluide dans les différents compartiments.